Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Djiring Gabier pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va examiner le projet d'une architecte, l'architecte Germaine. En fait, il s'agit d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur 150 mètres carrés, 150 mètres carrés surface du bâtiment bien évidemment, qu'elle a réalisé à 20 millions de francs CFA. Ça vous parle? Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est intéressant, dites-vous qu'un bâtiment comme ce qu'elle a réalisé aurait dû coûter entre les 50 et 100 millions de francs. Donc raison pour laquelle c'est intriguant de voir comment elle a pu le faire avec seulement 20 millions. Alors sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une petite villa, une villa économique, une villa très soft, des budgets et aussi avec des matériaux innovants, des matériaux locaux que nous avons réalisés sur 144 mètres carrés dans les périphéries de la ville de Yaoundé. La parcelle elle-même était une parcelle de 20 par 20, c'est-à-dire 400 mètres carrés. Nous avons utilisé à bon escient, aussi bien au niveau de l'implantation, aussi bien au niveau des commodités, aussi bien au niveau de tout ce qu'il y a comme ventilation, aération naturelle et vous verrez, si vous restez scotché sur la vidéo, que tout a été vraiment pensé pour être optimisé. A tout de suite. Ok, nous voici donc sur la villa Inside the Box, réalisée à Yaoundé précisément. Voilà, on a à peu près la 3D. Ok, donc là, les images qu'on voyait tout à l'heure, il s'agissait bien des images de rendu, donc les dessins du projet avant que le projet ne soit réalisé. Donc là, on arrive sur le terrain, sur le site. Globalement de l'intérieur. Ici, nous sommes sur le chantier. Au début, bien sûr, il n'y a rien sur le terrain. Là, on faisait la visite de reconnaissance avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client. Une parcelle de 400 mètres carrés, voilà, bien à la broussaille. Nous étions voilà, dans un espace végétalisé avec un puits déjà creusé par le boss. On a fait le nettoyage du site, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà l'implantation. Le terrain n'était pas d'équerre, bien sûr, comme la plupart des terrains, mais on a implanté la maison. Voilà. C'était, je pense, au mois de juillet 2022. Voilà. Les fouilles ont... Donc là, ce que je propose de faire avec vous, c'est de faire une petite analyse à chaque fois qu'on passe une étape de la construction. Donc là, par exemple, on a commencé par l'implantation, ce qui est normal. Donc on va essayer de dire ensemble ce que c'est que l'implantation pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Ok, donc déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est que lorsqu'on entame les travaux de construction d'une maison, lorsqu'on est prêt à aller sur le chantier, commencer les travaux, la première chose qu'on fait, c'est d'implanter le projet. Donc l'implantation, ça se fait avec ces bois que vous avez vus tout autour là. Donc ces lattes qu'on a posées sous forme de chevreuil et qu'on a reliées avec d'autres lattes horizontales. Donc on appelle généralement ça la chaise d'implantation. Donc en fait, cela nous permet de repérer les axes des murs et ainsi repérer les semelles qu'on aura sur le terrain. On continue. Commencer, mais avec une erreur au niveau de l'implantation. Vous voyez, on est venu mettre une fouille juste à fleur du puits. On a modifié ça par la suite, comme vous allez constater. Les gars étaient très engagés dans les fouilles. Ce sont les gars du quartier qui sont... donc là, je m'arrête parce que j'ai vu quelque chose d'assez intriguant. La fondation, si vous remarquez avec moi, vous allez voir qu'il ne s'agit pas de parpaings de 20 pour les parpaings de la fondation. Là, ils ont utilisé les parpaings de 15. C'est assez intriguant parce que dans la plupart du temps, ce qu'on a l'habitude de voir, ce sont des parpaings de 20. Bien évidemment, les parpaings de 15 ne sont pas abolis pour cette activité-là. C'est juste que on utilise beaucoup plus les parpaings de 20 parce qu'ils sont plus lourds, donc c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus retenir les terres, donc les efforts que vont dégager les terres sur le mur en question vont être reprises facilement par les parpaings de 20 parce qu'ils sont plus lourds et bref. Et je pense que ça,
c'est l'une des choses qui lui ont permis d'économiser sur son budget et justement de pouvoir réaliser un duplex à 20 millions de francs. Parce que je suis sûr qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer dans la vidéo, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'elle a ajouté ou retiré, bref, des éléments qui n'ont pas trop leur place ou peut-être qui peuvent être faits autrement, et c'est-à-dire bien évidemment moins coûteux pour lui permettre d'arriver à son budget de 20 millions. C'est assez intéressant, donc on aura certainement beaucoup de surprises plus tard, donc accrochez-vous. Venu se proposer. On a réalisé les premières lignes de fondation, Okay. en papier bourré bien sûr. Le chantier avait déjà commencé, c'était assez enjoué. Les équipes étaient vraiment engagées. En moins d'une semaine, on avait monté tout ça. Pas mal. Bien sûr, on n'a pas fait la confection des papiers sur site. Les agglomérés de ciment ont été achetés. Voilà. Ça c'est. Le chantier était lancé. On avait eu la chance d'avoir un voisin en face qui avait libéré de l'espace arrière chez lui pour le magasin. Donc on n'avait pas de souci de stockage, de nos matériels et des effets personnels des ouvriers. Nous avons réalisé les longrines. Donc, ce qu'elle dit également ici, c'est une sorte d'économie parce que normalement, dans un chantier, ce qu'on fait dès qu'on arrive, c'est de construire une baraque. La baraque de chantier, ce sera l'espace qui va servir de stockage, de bureau, de magasin, bref, ce petit bâtiment-là que vous allez généralement voir en planche sur des chantiers. Donc c'est là-bas qu'on stocke le matériel, tout ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais là, ils n'ont pas fait de baraque. La baraque qu'ils ont utilisée, du moins, c'était un espace chez le voisin qui a bien voulu laisser l'espace en question pour stocker le matériel. Donc vous voyez justement que c'est ces petits éléments comme ça qui renforcent sa crédibilité au niveau du prix, parce que s'il fallait faire la baraque, c'est pas moins de 300 000. Donc vous voyez que sur un budget initial, si on retire déjà moins 300 000, c'est pas mal pour un début. Donc, continuons. À ce stade-ci, le maître d'ouvrage était déjà content parce qu'il pouvait déjà visualiser les différentes parties de sa maison. Il est venu avec madame, ça s'est très bien passé, ils étaient contents et ça les a motivés à financer pour la suite. Voilà, là on était déjà, on avait fini les soubassements, on a commencé à élever les murs du rez-de-chaussée. Voilà. Et il y a eu des modifications, bien sûr, parce qu'à un moment donné, le maître d'ouvrage a changé d'avis sur les plans. Heureusement que nous étions dans un schéma type rez-de-chaussée, il n'y avait pas de charge au-dessus, donc on a pu modifier le positionnement des longrines. Voilà. Là, on était déjà en train de faire les planchers hauts. Particulièrement la distribution des poutres en madrier. Voilà. Je précise que nous sommes dans un schéma de dalles mixtes, dalles composites. Ouais. Avec... Là encore, ce qu'elle propose, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Donc là, elle nous propose une sorte de plancher mixte, donc un plancher mixte bois-béton. Déjà, il y a plusieurs types de planchers mixtes. Il y a des planchers mixtes bois-acier, acier-béton, bois-béton. Donc ce qu'elle propose ici, c'est un plancher mixte bois-béton. En fait, elle va tout simplement remplacer certains éléments par du bois. Des éléments tels que les ourdis, par exemple. On sait... Du moins, vous savez, ou du moins vous saurez après la vidéo. Donc, on sait que les ourdis, ce sont des parpaings bizarres là, je vais dire ça comme ça, que l'on retrouve souvent au niveau des dalles. On sait que ces éléments-là ne servent que de coffrage. Donc, le seul rôle qui joue sur la dalle, c'est le coffrage. Donc, il permet de coffrer la table de compression. La table de compression, c'est l'élément que l'on colle au niveau de la nappe. Donc, c'est cette épaisseur de béton là qui couvre la nappe de barre de fer tissée
que l'on retrouve souvent sur les dalles. Donc, elle remplace ces ourdis-là par des planches. Et les poutres en béton qui étaient censées être là, parce que généralement on fait des poutres également, des poutres nervues et tout, elle les remplace par des poutres en bois. Là encore, c'est vraiment intéressant. Et la seule chose qui est en béton sur sa dalle, c'est uniquement la table de compression. Et la table de compression, c'est quelque chose comme 5 à 6 cm d'épaisseur. Donc là, elle fait encore beaucoup d'économies au niveau du béton. Et je suis prêt à parier que le bois qu'elle utilise, elle a pris sur le site. Parce que lorsqu'on regarde un peu le site et tout, on voit que c'est encore en forêt. Donc il y a encore beaucoup d'arbres. Donc si elle a pu tirer de ces arbres-là du bois, c'est encore très très intéressant dans la démarche conceptuelle de son projet. Donc vous voyez que au fur et à mesure, ça se crédibilise en fait. Le fait qu'elle ait pu construire ça à 20 millions, ce n'est pas parce que elle veut le dire comme ça, mais tout est montré dans la vidéo, quoi. Donc c'est très intéressant. Continuons. Du béton et du bois, avec un léger treillis de fer à béton disposé de façon judicieuse. Voilà, le bâtiment avait déjà de la gueule. On a avancé, disons lentement, mais sûrement. Voilà, le terrain était très pentu. J'ai oublié de dire ça au début, le terrain était très pentu, donc il a fallu, pour avoir une plateforme rez-de-chaussée, sortir le bâtiment de terre. Donc c'était... Donc ce qu'elle dit ici, c'est le fait que son terrain était en pente. Donc vu que son terrain était en pente, ils ont dû faire une sorte de soubassement. Bon, pas une sorte, un soubassement pour rattraper. Donc ce qu'ils ont fait, vu que le terrain est en pente, comme ça je vais essayer de vous expliquer ça tant bien que mal. Je sais pas si je vais faire un petit schéma, je pense que c'est mieux, donc... Bref, vu que le terrain était en pente, en fait, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de construire le terrain, d'enlever la terre pour construire, non. Ils ont plutôt surélevé le bâtiment. C'est pour ça, justement, qu'au niveau de l'entrée principale, vous allez voir un petit perron là, donc quelques marches avant d'entrer. Parce que le fait qu'ils aient soulevé fait en sorte que maintenant, pour accéder à la maison, il faut monter quelques marches. C'est pour ça que le petit perron apparaît au niveau de l'entrée. Donc, ouais, continuons. C'est intéressant, c'est ce qui donne à ce bâtiment particulièrement, ça c'est moi, particulièrement l'impression qu'il est sur deux niveaux, alors qu'en fait c'est un plein pied avec juste une partie chambre parentale qui est à l'étage. Là, c'est la charpente. Non, là pour le coup, elle nous a bien eu parce que au départ, quand on lisait la vidéo, on s'aurait imaginé avoir un duplex, genre, sur tous les deux niveaux. Mais là, il nous dit que c'est uniquement la chambre parentale qui est au deuxième niveau. Donc, le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée avec toutes les autres pièces. Et puis, au niveau de l'étage, au niveau du deuxième niveau, on n'a pas fait de plancher sur tout le niveau. On a fait le plancher uniquement sur la partie de la chambre parentale. Donc là, c'est... Ok, architecte Germaine, d'accord, on prend note. Qui avait commencé, une charpente très simple, faite de chevrons, voilà, et de pannes. Il n'a pas fait de ferme. Le bâtiment, voilà, il se présentait comme ça à la fin de la mise en place de l'étage. On a fini de faire la charpente. On a commencé avec les tôles de rive. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous faire des images? Si le serpent mordait quelqu'un là-bas, là, pendant qu'on filmait, c'est assez drôle ça. Voilà, le bâtiment se présentait comme ça. On a fait les tôles de rive. Voilà. Avec la préparation aussi des tôles lisses pour... voilà. Le plombier est passé une première fois pour mettre les attentes. Bien sûr, plombier, électricien, ils sont passés une première fois pour mettre déjà des attentes de gaine. Voilà. On a eu la visite de la communauté. On a vu ça. À un moment donné, parce qu'on avait eu beaucoup de difficultés à faire sortir le permis. Mais voilà.
Là, le maître d'ouvrage avait Château d'eau. quelqu'un qui pouvait rapidement faire confectionner un château en ouvrage métallique. C'est ce qu'on a privilégié par souci de célérité. On ne voulait pas se lancer dans la construction du château. Donc, il a fallu renforcer le puits qu'ils avaient fait de façon basique. Il a fallu qu'on mette des buses à l'intérieur afin de, voilà, de garantir une certaine stabilité. Je précise aussi qu'on a creusé plus, on est allé plus en profondeur dans le puits, étant donné qu'on allait mettre une pompe, voilà, pour alimenter le château. Il fallait qu'on ait vraiment une nappe assez conséquente. Donc on a fait des aménagements sur le puits qui existait déjà là depuis. Ils ont dû faire une mise en eau, une bonne mise en eau. Le puisatier qui entre là. Pour avoir plus d'eau. Les gars, il y a toute une anecdote sur ce puisatier. Bon, on en parlera dans une autre vidéo sûrement. Puisatier, ça se dit ça. Bon, pour le coup, je savais pas. Dites-moi en commentaire si vous saviez qu'on appelait un creuseur de puits un puisatier. Moi, je savais pas. Voilà à peu près à quoi ressemblait le château lorsqu'il a été... Ok, on va faire un petit commentaire sur ça. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué la manière dont les semelles sont positionnées. Vous allez voir que l'amorce du poteau, c'est les barres d'acier qui ressortent directement de la semelle. Donc, bref, c'est le petit poteau qui est généralement posé sur la semelle. Vous allez voir que les aciers de l'amorce sont excentrés. C'est pas au centre de la semelle. Pourquoi? Parce que justement, là, on a fait une semelle excentrée. Et si on a fait cette semelle excentrée, ça doit être parce qu'ils sont à la limite du terrain. Donc, ils ont construit cette barrière-là à la limite de leur terrain. Et généralement, lorsqu'on fait ça, on ne peut pas faire des semelles centrées parce que si vous faites des semelles centrées, ça veut dire que vous allez envoyer une partie de vos semelles chez le voisin, ce qui n'est pas réglementaire. Donc, soit vous faites des semelles centrées et vous perdez une partie de votre terrain, du moins vous les laissez à l'extérieur de la barrière, soit vous mettez votre barrière à fleur de votre terrain et vous faites des semelles excentrées. C'est ce qu'elle a fait ici. Monter. Bon, avant qu'on ne commence la finition, le maître d'ouvrage s'est plaint de quelques vols au niveau du chantier. Donc, on a rapidement monté la clôture. Ok. Il y avait aussi le souci de sécurité par rapport aux animaux, les serpents et tout, qui pouvaient avoir accès à la maison. Donc, il a privilégié la confection de la clôture. Là, c'était la fondation. Voilà, on a fondé. On a élevé rapidement les agglomérés. On a confectionné de façon très sommaire le portail. Je précise ici que nous sommes dans une villa à budget très, très limité. Je vous donnerai à la fin le montant global qui a été dépensé, mais c'est vraiment on a pu voir ça. Pratiquement la moitié de ce qu'on aurait dépensé si on n'avait pas employé toute cette technique d'écologie et d'économie. Voilà. Parce que ce projet, clairement, s'inscrit dans une logique vraiment très, très économique. Ouais. Ici, nous avons... Voilà des éléments de déco. On a mis tout ce... Moi, j'aime beaucoup les antivols qu'elle met au niveau des ouvertures, au niveau des portes et des fenêtres. Donc déjà, c'est quelque chose qui est assez indispensable parce qu'on est en Afrique, on sait qu'on vole, etc. Donc si vous ne mettez pas vos antivols, on va tout simplement casser vos fenêtres et rentrer. Mais pour le coup, là, elle a fait quelque chose d'assez différent de ce que l'on voit partout lorsqu'on sort. On a l'habitude de voir ces fers, on les appelle les fers forgés, oui. Donc on finit de tourbiller du fer comme ça dans tous les sens et puis on va mettre ça. Non Seigneur, je déteste ça, je déteste les fers forgés. Sérieux, c'est déjà que l'énergie qu'on met pour faire ce genre de truc, on aurait pu le mettre dans autre chose. Donc ça ne sert à rien de tourbiller un fer dans tous les sens, c'est pas ça qui le rend beau, quoi. Donc vous voyez là, elle propose quelque chose de très simple, là. C'est tout simplement comme ça et puis il y a des petits motifs là, et c'est tout, c'est simple, c'est beau. Qui est ouverture métallique, tout ce qui est anti-vol, et on a pu commencer à réaliser le carrelage intérieur, bien sûr. Je précise ici qu'on avait déjà fini le crépissage intérieur, mais bon, je n'avais pas pris le temps de filmer à ce moment. C'était très sale, le chantier n'était pas du tout beau. Donc on a fait le crépissage, la plomberie, l'électricité, et puis on a commencé le carrelage, et puis voilà. J'aime beaucoup le carrelage noir, parce qu'il a
pour moi, il a du chien. Il met en valeur certaines lumières. Donc, après le carrelage, on s'est lancé dans les vitreries, dans tout ce qui est baie. Voilà, le vitrier a travaillé assez rapidement. On avait de l'antélio bleu, comme vous pouvez le constater en façade. C'est assez beau, mais ça ne se voit pas à l'intérieur. Voilà. Donc, de l'extérieur, on ne voit pas l'intérieur de la maison. Ça, c'est la porte centrale de l'entrée. On a voilà, les ouvriers qui ont monté tous les cadres au niveau des portes, des fenêtres. Et ça, c'est la porte de derrière. Donc, les antivols là, moi, je les ai choisis horizontales juste pour une question d'esthétique, mais aussi une question d'économie, parce que c'est beaucoup plus simple à réaliser et c'est en même temps aussi beau. Là, sont des... mais puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est simple, c'est économique et c'est beau. C'est tout. Des prégaines qu'on a mis pour alimenter le toilette, voilà la toilette parentale. Assez étroite. Et ici, il s'agit du WC visiteur. Je précise que chaque chambre ici a sa douche interne. À la fin, on a appelé l'électricien qui est venu finaliser, voilà, les prises, les prises. Ça, c'est l'électricien qui filmait en pleine nuit. Il est venu travailler en speed pour mettre la maison sous tension, tout ce qui est disjoncteur, tout ce qui est lampe. Parce que là, le maître d'ouvrage avait la pression, il fallait qu'il entre chez lui. Bien évidemment. Étant donné qu'on avait déjà l'eau, on avait déjà la clôture, la maison était carrelée. Donc, on pouvait tranquillement, aménager. C'est clair. La maison était sécurisée. Il y avait l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité à l'air. On n'avait pas encore fini de placer toutes les vitreries à l'étage, mais la maison était déjà vivable. Voilà, on a aménagé comme ça. Et voilà à quoi ressemble l'arrière du chantier avec le château là-bas. Voilà à peu près le chantier lorsqu'il était fini. Pas de polyane. Il manquait plus que la peinture. Donc vous voyez ces éléments-là, ces éléments blancs qu'on a au niveau du sous-bassement, en fait c'est l'humidité. C'est l'humidité et c'est parce que je pense qu'elle n'a pas utilisé de fil polyane au niveau de la fondation. Parce que généralement, lorsqu'on n'utilise pas de fil polyane ou peu importe, n'importe quoi qui peut faire isolation entre le sol et les éléments coulés en béton, on a ces remontées d'eau là par capillarité parce que le béton il est peureux. Donc, c'est pour ça qu'on a cette humidité là. Vous allez voir dans certaines maisons au niveau des murs. Au niveau du bas des murs, vous allez voir la moisissure, des trucs blancs, de la mousse, etc. C'est justement parce que l'eau qui quitte du sol, il remonte dans les murs par capillarité. Généralement, on résout ce problème dès la fondation même. Donc, dès la fondation, on va utiliser du film polyane. Le film polyane, c'est du plastique. C'est du plastique noir. En plus, dans la plupart du temps, c'est noir. Donc, vous allez voir ça. On met ça. Parfois, on met même ça dès la semelle. Oui, avant même de faire la semelle, on met d'abord le film polyane et puis on coule la semelle dessus. Et même aussi au niveau des longrines. Donc, avant de commencer de lever les parpaings de la maison, au niveau des longrines, on va mettre un fil polyane. On va élever les parpaings dessus. Donc, ce sont des techniques qu'on utilise pour justement éviter ce problème de moisissure là. Donc, c'est pas grave. Bon, c'est grave, mais bon, c'est déjà fait. Donc, on va faire avec. Sinon, on continue. Donc. Le 11e point, l'arrosage en feu. Voilà, on a fait le salaka dans le quartier avec les amis et tout. C'était ça, le projet. Merci. Mais, attendez. Le projet n'est pas terminé. Le projet n'est pas terminé. Il nous a bien eu l'architecte Germaine. Donc personnellement, je m'attendais à avoir un projet fini, complètement fini, genre clé à main. C'est vrai que le projet a été livré, le maître d'œuvre, lui, le maître d'ouvrage, autant pour moi, lui, il est déjà entré dans sa maison, mais il n'a pas été livré, genre complètement fini, parce que lorsqu'on regarde, il y a encore certaines petites choses qui n'ont pas été faites, la peinture, par exemple, les plafonds même, les staffs, etc. Bon, je pense pas qu'il y avait tout ça. Donc, il y a encore quelques petits éléments là, même au niveau des portes, de la menuiserie bois à l'intérieur, on n'a pas montré. Ok, donc, elle a quelque chose à dire avant la fin, donc on va écouter ce qu'elle a à dire et puis ensemble on va donner une note à son projet et on va dire pourquoi on note comme ça. Voilà
c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de se séparer, j'avais à cœur de vous donner certains détails pour ceux que ça intéresse, tout particulièrement par rapport au coût de revient du projet. Comme annoncé au départ, on a fait exactement 9 mois sur le terrain. Nous avons réalisé, vous avez pu le constater, une dalle en matériaux composites, béton et bois, avec voilà, une durabilité sans souci. Le maître d'ouvrage avait un budget de très exactement 20 millions. C'est vrai qu'on a légèrement débordé le budget. Je pense qu'on était autour de 21 et demi par là, pour avoir une si magnifique demeure. Une demeure qui est certes pas vraiment finie, mais qui était déjà habitable et pour laquelle pas vraiment finie. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler. Allez, si vous avez des questions, nous sommes totalement ouverts à vous répondre. Ok, je pense que là c'est terminé. Ok. Bon, déjà pour le coup c'est très magnifique ce qu'elle a réussi à faire avec son budget. Elle a construit un bâtiment qui est pas mal. Et elle a pratiquement terminé, c'est vrai. Elle a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout du projet. Mais c'était pratiquement terminé, on a pu le voir, donc c'était pas mal déjà. Et aussi l'ensemble des techniques qu'elle a utilisées pour économiser au maximum, donc ça c'est génial. Donc pour donner une note, on va donner quelle note à l'architecte Germaine? Donc je vais vous dire la note que je vais lui donner dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez savoir la note que je vais donner à l'architecte Germaine, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Activez également la cloche de notification pour que dès lors que la prochaine vidéo sort, que vous soyez les premiers notifiés. Et vous, dites-moi en commentaire la note que vous lui donnerez. Ciao.